Bonjour à vous mes hockey fans. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque au Wild du Minnesota. Du côté du Wild du Minnesota l'année passée, je devrais dire que je pense que ça a été quand même une saison qui était assez surprenante au niveau des performances parce que ça a été une équipe qui a été solide l'année passée. Ça n'a pas nécessairement au niveau des statistiques générales de l'organisation, ça n'a pas nécessairement paru beaucoup, mais c'est une organisation qui a été confortable en séries éliminatoires, dans le sens qu'elle est rentrée d'une manière assez confortable en séries éliminatoires. Puis qui a réussi à tenir tête quand même à ce qu'on voyait comme étant une des puissances de cette division-là de l'Ouest, les Golden Knights de Vegas. On a donné des sueurs froides aux Golden Knights en séries éliminatoires le Wild l'année passée. Fait qu'honnêtement, c'est une organisation qui s'en est très bien sortie et je pense pas que qui que ce soit aurait pu prédire que un joueur, Kirill Kaprizov, allait changer complètement la dynamique de l'équipe. C'était une équipe qui n'était pas très bonne au niveau offensif. C'était pas une équipe qui était connue comme étant une équipe qui comptait beaucoup de buts par match. C'était une équipe qui était connue surtout comme étant une équipe qui jouait bien défensivement puis que ses défenseurs étaient capables d'appuyer l'attaque. Et puis là, arriva Kirill Kaprizov. C'est un meneur de jeu, ce gars-là. C'est hallucinant combien il est magicien. Pour l'instant, il n'est toujours pas signé, puis ça, c'est vraiment un très gros problème du côté du Minnesota. On veut s'entendre avec lui à long terme. Lui, il veut peut-être un petit peu moins à long terme. Bon, enfin bref, peu importe les litiges qu'on a actuellement avec Kirill Kaprizov, ça serait vraiment important qu'il revienne parce que au niveau de la dynamique offensive de cette équipe-là, ce gars-là a été très important l'année passée. Alors, on revient bien entendu cette année avec le coach Dean Evanson et le DG Bill Guérin. En 2019-2020, le Wild du Minnesota en 69 matchs, 35 victoires, 27 défaites, 7 défaites en prolongation pour 77 points. Donc 35 victoires, 34 défaites. On jouait à peu près pour 500 en 2019-2020. Alors que l'année passée, 35 victoires, 16 défaites, 5 défaites en prolongation, 75 points. Donc tu sais, on a 35 victoires, 21 défaites. 75 points en 56 matchs, 77 points en 69 matchs. Il y a eu une belle amélioration du côté du Wild du Minnesota l'année passée. On a eu quand même des petits problèmes. Là, je veux dire, tout n'a pas été nécessairement parfait du côté du Wild. On pense entre autres à deux joueurs qui avaient beaucoup ralenti, soit Zach Parise et Ryan Sutter, qui d'ailleurs les deux ont été rachetés finalement, fait que ni un ni l'autre va être de retour avec l'organisation. Dans le cas de Parisé, on avait 18 points en 45 matchs. Dans le cas de Sutter, 19 points en 56 matchs. Fait que ça a été difficile au niveau des saisons l'année passée, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des défenseurs. Le départ de Sutter en est pour quelque chose, mais c'est pas non plus la seule et unique raison. Sinon, on a eu aussi l'absence prolongée d'un gars comme Marcus Johansson, qui lui n'a joué que 35 matchs, un total de 14 points en 35 matchs. Dans le cas de Johansson, il a été réclamé par le Kraken de Seattle, donc il ne sera pas de retour. Mais ça a été quand même aussi quelqu'un qui a manqué à l'organisation sur une longue période de temps. Et dans le cas de Marcus Foligno, ben on parle d'un gars qui a connu une très bonne saison à la hauteur de ce que lui peut produire. 26 points en 39 matchs, mais il a quand même manqué un bout de saison. Puis un bout assez significatif, là, plus qu'une dizaine de matchs. Fait qu'il y a eu des absences qui ont été des absences, disons, plus ou moins long terme. Il y a eu des joueurs qui étaient importants d'impact qui ont énormément ralenti en Sutter Parisé. Matt Dumba, même s'il n'est pas tant vieux, fin vingtaine, c'est un gars qui ne retrouve plus ses statistiques offensives de, là, je sais pas, peut-être 4 ans environ. Là. Il y a été une période de temps où ce gars-là était très productif sur un point de vue offensif, et là, c'est difficile dans les dernières années. Fait que, de manière générale, c'est une organisation qui a changé de visage quand même, là. Pas à 100%, mais quand même qui a changé de visage. Une moyenne de buts marqués de 3,21 l'année passée, c'est qui est la 9e meilleure attaque de la Ligue nationale. C'est très bon. 3,21. Le Kirill Kaprizov, il compte pour vraiment beaucoup là-dedans. Là, mais 3,21, c'est quand même très bon au niveau de la production offensive. Une moyenne de buts accordés de 2,84. Alors, très honnêtement, le tandem qu'on a eu de Talbot et Kakkonen a été quand même plutôt intéressant l'année passée. Talbot a fait une belle entrée en matière avec le Wild du Minnesota. C'était sa première année avec le Wild du Minnesota. On parle de 915 d'efficacité. On a fait un tandem vraiment avec Kakkonen. Kakkonen, c'était sa saison recrue. 902 d'efficacité, mais honnêtement, il y a eu des games qui ont été très solides. Des games qui ont été beaucoup plus faibles, puis il y a des games qui ont été très solides Kakkonen. Fait que c'est... Overall, il y a quand même une affaire comme 16 victoires. Kakkonen a 16 victoires en 24 matchs. C'est quand même très bon. Mais comme je vous dis, il y a eu des matchs que ça a été très laborieux du côté de Kakkonen. Tandis que Talbot a été relativement régulier toute la saison. Puis ça a bien été pour lui dans son cas à lui. Fait une moyenne de buts encaissés de 2,84, c'est quand même pas mauvais. C'est bien. Et notre moyenne de buts marqués, 3,21. On se donne une chance de gagner. Ça, c'est good. Un avantage numérique à 17,6, c'est pas très bon. Un désavantage numérique à 80,8.
c'est correct sans plus. On a terminé au total 3e dans la division de l'Ouest, 9e dans la Ligue nationale, et on a été éliminé en première ronde contre les Golden Knights de Vegas, mais on a donné des sueurs froides aux Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights ne s'attendaient pas à avoir ce genre de dynamique-là avec le Wild du Minnesota en série, puis on a passé proche. Ça a fini en 7, là, cette histoire-là, mais on a quand même échappé la série contre les Golden Knights. Bref, et les Golden Knights se sont rendus finalement en ce qui aurait dû être une finale de conférence, là, mais c'était pas vraiment des conférences. Là. En demi-finale. Ils sont rendus en demi-finale. Le meilleur en termes de buts aurait été Kirill Kaprizov avec 27 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Kirill Kaprizov avec 51 points, ce qui a donné le trophée Calder à la mi-vingtaine. Il y a des gens qui chialent beaucoup sur le fait qu'il était trop vieux, il y avait trop d'expérience pro dans la KHL. Bon, au final, il a gagné quand même le trophée Calder. Ce gars-là n'est pas signé en ce moment. C'est un agent libre avec restriction du côté du Minnesota. Lui, il veut pas un contrat à très long terme. Le Wild veut un contrat à très long terme, ben, peut-être genre 8 ans. Là, t'sais. Fait que là, ça bloque. Fait que je sais pas, mais ça serait vraiment important que Bill Guérin réussisse à trouver une entente avec Kirill Kaprizov. Ça avait été difficile dans les années antécédentes avec Kirill Kaprizov. On essayait de l'amener en Amérique du Nord, mais il voulait pas. Il signait des contrats dans KHL. Fait que là, il faudrait qu'on réussisse parce qu'honnêtement, il est très important au niveau de la production offensive. Puis le 3.21 a aidé largement l'équipe l'année passée. Fait que ça serait important qu'il revienne. Par la suite, en termes de meilleurs défenseurs à caractère offensif, on a Jared Spurgeon. Lui, c'est en 54 matchs, 25 points, moins 2. Ça n'a pas été une saison exceptionnelle. Si vous ramenez ça à une saison de 82 matchs, le gars aurait fait peut-être aux alentours de 30 quelques points, près de 40 points. Fait que ça n'a pas été une saison exceptionnelle sur un point de vue offensif. Matt Dumba, on s'attend à beaucoup plus de sa part. Malheureusement, ça n'a pas été le cas non plus. Alors bref, c'était ça. Mais Jared Spurgeon a été quand même le meilleur défenseur à caractère offensif du côté du Wild du Minnesota. Au niveau des espoirs, ça c'est assez intéressant. Et c'est un fait qui est intéressant et anecdotique, drôle à la fois. Puisque du côté de Bill Guérin, on dit qu'on veut rebâtir l'équipe avec les jeunes. On veut venir avec les jeunes. On acquiert 1, 2, 3, 4 défenseurs pendant la saison morte. Nous avons Galigowski qui est âgé de 36 ans, Kulikov 30 ans, Jordy Ben 34 ans et John Merrill 29 ans. Meanwhile, Calen Addison qui a joué 3 matchs l'année passée dans la LNH, 21 ans. Je le mets où? Il faut qu'il soit scratch? Ou bien il va me bumper un gars qui a de l'expérience. Alors je trouve ça un peu ridicule comment est-ce qu'on fait la promotion de on veut des jeunes, mais qu'on a été chercher 1, 2, 3 défenseurs qui sont dans la trentaine et un qui est près de la trentaine. Bill, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Donc, au niveau des jeunes, on a des jeunes qui sont super intéressants au Minnesota. Un gars qui pourrait venir aider, un gars comme Kirill Kaprizov, c'est Matthew Boldy. Matthew Boldy, c'est un allié gauche de 20 ans. Il a joué l'année passée au niveau du circuit universitaire américain dans la NCAA. 22 matchs, 11 buts, 20 passes, 31 points. Mais Boldy a aussi joué dans la Ligue américaine de hockey. On parle de 18 points en 14 matchs. Le jeune a réussi son entrée au niveau de la Ligue américaine de hockey, franchement, plus qu'un point par match. Au niveau du World Junior, il avait réussi à avoir 7 points en 7 matchs. Fait que ça, c'est un ailier gauche qui est très talentueux. C'est pas nécessairement le gars le plus rapide, mais c'est un très bon playmaker. Alors, c'est un gars qui est capable de bien faire paraître ses comparses de ligne, puis qui est capable de produire, il est créatif, il est capable de produire des choses offensivement. Et c'est un prospect qui est très intéressant du côté du Minnesota. C'est donc un centre naturel que moi j'ai placé ici à l'aile. Mais c'est un centre naturel, le jeune. C'est lui qui est un centre naturel ou j'ai confondu? Non, c'est pas lui qui est un centre naturel. Lui, c'est un ailier gauche. Le centre naturel, c'est Marco Rossi. On va parler de Marco Rossi. Alors, Boldy, un jeune prospect très intéressant que j'ai mis ici à l'aile gauche. Marco Rossi, c'est un joueur de centre de 20 ans. L'année passée, il a joué en Suisse. Il a joué juste un match. Dans le cas de Rossi, là, ça a été très difficile avec la COVID-19 pour lui. Il a eu la COVID-19 et ça l'a énormément affecté sur un point de vue physique. Je pense même qu'il a été hospitalisé un bout de temps. Alors, dans son cas à lui, il a eu peur de mourir en lien avec la COVID-19, à quel point il avait de la difficulté à respirer. Donc, l'année passée, pour lui, c'est une année à oublier, tout simplement. Il a joué juste un match, 1 point en un match dans la Ligue de Suisse. Mais ça, c'est une année à oublier. Cette année, il faut qu'il rebâtisse sur des nouvelles bases, puis il se dit prête à retourner à la compétition. Marco Rossi, en 2019-2020, dans la OHL, il y avait 56 matchs, 39 buts, 81 passes, 120 points. 120 points en 56 matchs, 81 passes. C'est un bon playmaker ici aussi. Alors, ce gars-là, peut-être pas qu'il va réussir à faire sa place tout de suite cette année dans la LNH.
Mais ça serait peut-être intéressant qu'on le voit en Amérique du Nord, donc dans la Ligue américaine, plutôt que de le voir dans la Ligue de Suisse. Mais bon, ça va relever d'un choix d'organisation. Je ne sais pas rendu là. Mais c'est un excellent prospect qu'on a du côté du Wild du Minnesota et qu'on veut voir au training camp. Puis on souhaite qu'il reste en santé, le jeune aussi. Par la suite, on a Calen Addison, un défenseur de 21 ans. Lui, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée. 31 matchs, 6 buts, 16 passes, 22 points. Dans son cas, lui, c'était sa première saison au niveau professionnel. Fait que 22 points en 31 matchs pour un défenseur à caractère offensif, c'était quand même excellent. Dans la Ligue nationale, il a joué un total de 3 matchs. Malheureusement pour lui, il n'y a pas eu de points dans la Ligue nationale. Mais c'est ça. Moi, avec ce que j'ai eu comme ajout de défenseur dans cette organisation-là, ça ne me laisse pas vraiment de place pour lui. Fait qu'autant de le mettre scratch, je préfère le laisser dans la Ligue américaine puis qu'il joue des grosses minutes dans la Ligue américaine. Mais il me semble que l'équipe devrait y laisser une place. Tu sais, peut-être est-ce qu'un gars comme Jordy Ben ou Kulikov ou Merrill n'ont pas vraiment leur place là. Puis à ce moment-là, on pourrait mettre Addison, LNH. En tout cas, moi, je préférerais le voir lui que de voir John Merrill ou Jordy Ben. C'est mon choix. Mais vu que j'ai des défenseurs d'expérience, j'y étais avec eux autres dans mon line-up. Et par la suite, en termes de dernier espoir, on va parler de Connor DeWare, un ailier gauche de 22 ans. Lui, dans la Ligue américaine l'année passée, 32 matchs, 12 buts, 11 passes, 23 points. C'est un bon marqueur. Dans son cas, lui, c'était sa deuxième saison au niveau professionnel. C'est un gars qu'on pourrait voir au niveau LNH. Il n'a pas brûlé la Ligue américaine comme Boldy semble l'avoir fait là, à son arrivée même dans la Ligue américaine, 18 points en 14 matchs. Lui, il ne l'a pas brûlé, fait que peut-être être un petit peu plus patient avec lui. Moi, je l'ai mis comme scratch. Alors, ça, c'est des jeunes qui pourraient, je dis bien pourraient, selon le training camp, forcer la main des dirigeants du Wild du Minnesota, puis peut-être éventuellement avoir une place au niveau de l'équipe LNH. Ça ici, c'est un line-up tel que je vous le propose. C'est pas un line-up nécessairement qui est coulé dans le béton, bien entendu. Fait que, bref, voici ce que je vous propose. En termes de première ligne, ben ça, c'est une philosophie d'équipe qu'on a au Minnesota. C'est qu'on utilise beaucoup une ligne qui a plus un caractère défensif. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des éléments offensifs comme Kaprizov ou sinon Zuccarello sur ma deuxième ligne et non sur ma première ligne. Logiquement, Kaprizov avec 51 points en 55 matchs devrait être sur une première ligne. Mais au Minnesota, on utilise beaucoup la première ligne, c'est une ligne qui est une ligne dans les deux sens de la patinoire. C'est pas une ligne qui est très offensive. Alors, on y va avec Greenway, Eriksson Ek et Foligno. C'est des gars qui se connaissent. Dans le cas de Foligno, on a un gars qui a plus d'expérience. Eriksson Ek, 24 ans, je pense. Mi-vingtaine, ce jeune-là, puis il a connu une saison exceptionnelle l'année passée. Non seulement 30 points en 56 matchs, qui est quand même bien pour un joueur de centre à deux sens. Un joueur de centre autant... à deux sens, c'est ça l'expression. Donc, défensif et offensif. Mais il a même été listé dans les votes pour le Selkie. Il a terminé 4e au total pour les votes pour le trophée du meilleur joueur two-way de toute la Ligue nationale. À seulement 20, il me semble que c'est 24 ans. À seulement 24 ans. Alors, ce jeune-là est excessivement prometteur du côté du Wild du Minnesota. C'est pas le joueur de centre le plus offensif, mais si tu as des alliés comme Boldy, Kaprizov, Zuccarello, Fiala qui sont très offensifs, c'est pas tellement grave, même si ton joueur de centre est two-way. Au pire aller, un peu comme Bergeron à Boston, il va s'assurer du backup, puis c'est ses alliés qui vont produire beaucoup. Ça serait parfait. Alors, Eriksson Ek, là, un joueur très intéressant qu'on a du côté du Wild, puis il est encore jeune. Fait bref, très bon move. OK, donc on a Greenway ici qui va jouer au niveau de l'aile gauche. 32 points en 56 matchs, c'est quand même bien. Par la suite, on a Eriksson Ek, que je viens de vous vanter pendant à peu près une minute. 30 points en 56 matchs. Et Foligno, lui a manqué un bout, mais franchement, ça a été une bonne saison au niveau de son ratio points par match. 26 points en 39 matchs, c'est quand même pas mauvais. C'est Marcus Foligno qu'on a ici, là, et non Nick Foligno. Fait que ça, c'est une ligne qui est une ligne responsable aussi défensivement. Par la suite, on a Kirill Kaprizov sur la deuxième ligne, qui est assurément l'attaquant le plus offensif et le plus créatif qu'ils ont actuellement dans l'organisation. 51 points, 55 matchs. Il faut que Bill Guérin le signe avant le début de la saison. Victor Rask, que je fais jouer au niveau du centre. Il n'y a pas vraiment de joueur de centre très offensif, sauf si on a un jeune qui se déclare et qui réussit à rentrer, mais il n'y a pas vraiment de joueur de centre très offensif du côté du Minnesota. Victor Rask, 23 points en 54 matchs l'année passée, ça ressemble à ce que lui offre. Zuccarello, 35 points en 42 matchs, quand même une bonne saison aussi pour sa part. Au niveau du troisième trio, j'ai été avec Boldy, que je vous ai parlé tantôt, Matthew Boldy, un allié gauche de 20 ans. C'est un jeune qui a très bien fait au niveau du circuit universitaire, 31 points en 22 matchs l'année passée et 18 points en 14 matchs dans la Ligue américaine. C'est un jeune qui est capable de créer de très belles choses. Alors c'est un gars qu'on veut voir idéalement dans la LNH de cette année.
année parce que ça a très bien été dans la Ligue américaine. C'est peut-être pas d'intérêt pour lui de le retourner dans la Ligue américaine. Mais en même temps, une saison complète Ligue américaine pourrait peut-être être bonne pour lui aussi. C'est pas tant ça l'idée. Ensuite de ça, on a Hartman comme centre de troisième trio, 22 points en 51 matchs. Alors regardez ça comme vous voulez, mais tu sais, 30, 23, 22, c'est pas les plus grosses productions offensives de l'équipe qu'on a au niveau du centre. Mais Eriksson Ek est vraiment un très bon joueur de centre two-way. Victor Rask quand même aussi. Hartman, je le connais moins. Par la suite, j'ai Kevin Fiala qui joue à l'aile droite, 40 points en 50 matchs dans son cas. Je l'ai mis sous troisième trio parce que j'aimerais bien le voir avec Boldy. Je pense que Kaprizov est capable de faire fournir un peu n'importe qui. Dans le cas de Boldy, vu qu'il est plus jeune, ça serait peut-être intéressant d'avoir un autre ailier à caractère offensif avec lui. Puis je pense que Kevin Fiala est quand même un très bon choix pour pouvoir avoir une certaine complicité offensive créative, parce que dans son cas, il est quand même très créatif. Fait que je pense que ça peut être intéressant de faire jouer avec un gars qui a un petit peu plus d'expérience. Il n'est pas hyper vieux non plus, Fiala, là, mais un gars qui a un petit peu plus d'expérience et qui est à caractère offensif comme lui. Fait que je pense que ça peut être intéressant. Par la suite, au niveau du quatrième trio, j'y vais avec Storm, 17 points en 50 matchs. Gaudreau qui nous arrive de Pittsburgh, 10 points en 19 matchs. Dans son cas, à lui, c'est... Je sais pas d'où c'est qui nous a sorti ça. C'est pas un gars qui est c'est un gars de profondeur. C'est pas un gars qui est là pour faire des points. L'année passée, quand même, il aurait eu à peu près une quarantaine de points dans une saison de 82 matchs. C'était quand même une bonne saison. Offensivement, pour lui, c'était une très bonne saison, 10 points en 19 matchs l'année passée. Fait que c'est un gars qui est essentiellement de profondeur. Et on a Nick Bjugstad qui joue à l'aile droite du quatrième trio, 17 points en 44 matchs l'année passée, so-so. Rowe et The Ware, que je vous ai parlé tantôt, Connor The Ware, comme scratch. Au niveau des défenseurs, ben là, on a eu énormément de changements du côté du Wild du Minnesota. On a un total de 4 défenseurs qui ont été ajoutés pendant la saison morte. Fait que là, on en garde 3 qui étaient réguliers l'année passée. Bien entendu, on a Sutter qui a été racheté. Là, ça, c'est quelque chose qui n'est pas oublié. On a Brodin, 23 points en 53 matchs, défenseur gauche de la première paire, avec Dumba, 21 points en 51 matchs. Dumba, c'est décevant dans les dernières années au niveau de sa production offensive, mais on est habitué de les faire jouer ensemble. Fait que je pense que, honnêtement, Spurgeon pourrait aussi jouer avec Brodin, mais on va garder ça comme ça. En termes de deuxième paire, j'y vais avec le défenseur d'expérience Alex Goligoski, 22 points en 56 matchs l'année passée. Ça, c'est un défenseur qui est responsable, mais qui est aussi capable de provoquer des choses offensivement. Tu peux l'utiliser, entre autres, dans ton avantage numérique. C'est pas le meilleur, mais c'est un gars que tu peux utiliser, entre autres, dans ton avantage numérique. C'est un défenseur qui est un défenseur régulier dans ses performances avec les Coyotes. Fait qu'honnêtement, c'est quand même une belle acquisition. À 36 ans, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Qu'on fait jouer ici avec Jared Spurgeon, 25 points en 54 matchs l'année passée. Ça a été le meilleur défenseur à caractère offensif de l'équipe. On s'entend que Dumba, avec 21 points en 51 matchs, il était quand même pas loin de 25 points en 54. Là, il était assez proche, les deux gars, mais c'est ça. Ça a été une saison correcte sans plus. Et là, on a fait l'acquisition de Dimitri Kulikov. Alors, Dimitri Kulikov, l'année passée, 4 points en 48 matchs, que je fais jouer avec Jordy Ben, 10 points en 39 matchs. C'est des défenseurs de dernière passe. C'est des défenseurs, idéalement, que je ne veux pas dans mon top 4. D'où pourquoi, puis John Merrill non plus, je ne le veux pas dans mon top 4, fait que je l'ai mis scratch. D'où pourquoi j'ai mis Goligoski, parce que Goligoski a joué quand même des minutes importantes l'année passée avec les Coyotes. Mais il reste qu'à 36 ans, ça commence à être un vétéran. Là, au niveau des gardiens de but, ben ça, on est chanceux du côté du Minnesota. On a eu 2 bons gardiens de but. En tout cas, on a eu un bon tandem l'année passée. On s'attend à ce que ce soit encore un bon cette année. Cam Talbot a réussi son entrée au Minnesota pour sa première année. 33 matchs, 2,63, 915. Une très bonne saison de son côté à lui. Puis il a été régulier. C'est ça qui a été le fun. C'est qu'il était quand même stable dans ses performances. Alors que du côté de Kakkonen, ça a été un petit peu moins stable de son côté à lui, mais il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Pour une saison recrue, il a quand même 24 matchs, 16 victoires. C'est très bon là, pour une saison recrue. 2,88, 902. 902, c'est quand même so-so au niveau de l'efficacité. Fait que c'est une organisation, d'après moi, qui est quand même assez solide. Mon point d'interrogation va être Kaprizov. Si on ne réussit pas à signer Kaprizov, la dynamique offensive de cette équipe-là mange toute une volée. Mais si on réussit à s'entendre avec Kaprizov, d'après moi, cette équipe-là fait les séries encore une fois cette année. C'est mon opinion. Par contre, je ne comprends pas vraiment pourquoi Bill Guérin dit qu'il veut relancer les jeunes, il veut rebâtir avec les jeunes, mais qu'il a été chercher 4 défenseurs d'expérience. Puis, tu sais, quand même, il y en a juste un qui n'est pas dans la trentaine dans les 4. Je comprends pas toujours son discours, mais j'ai quand même essayé d'intégrer au moins 2 jeunes dans mon équipe sur les 4 que je vous avais parlé. Voilà, alors c'est ça pour ce qui est de mon preview, pour ce qui est du Wild du Minnesota. Alors, quelle est votre opinion à vous? Est-ce que d'après vous, le Wild va faire les séries? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Faites-le moi savoir à travers les commentaires. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. On la partage aussi pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, puis on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo et on se revoit très prochainement. See ya!